Bonjour et bienvenue sur DevLab, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment en finir avec la procrastination. Alors d'abord, qu'est-ce que la procrastination? En fait, procrastiner, c'est quoi? C'est un peu cette fâcheuse tendance qu'on a toujours parfois de tout remettre à plus tard, de différer, de reporter toutes ces tâches que l'on doit faire ou ces obligations que l'on pourrait faire mais ou que l'on doit accomplir immédiatement. Et voilà, c'est le fait vraiment de sans arrêt éviter de faire des choses et de le remettre systématiquement au lendemain. Alors vous avez des gens qui sont quelquefois les rois de la procrastination et qui vont même jusqu'à se mettre dans des situations un peu délicates. À force de remettre systématiquement au lendemain, ben ils n'ont plus de temps en fait pour réaliser leurs tâches. Et puis vous avez d'autres personnes qui, plus occasionnellement, ben, sont victimes un petit peu de ce comportement de procrastination. Et ce qui est sûr, en tout cas aujourd'hui, dans notre société, c'est que cette procrastination nous touche tous, alors à différents degrés, et heureusement. Et d'ailleurs, la procrastination dispose même de sa journée mondiale qui, je crois, est le 25 mars. Donc comme quoi, c'est vraiment la procrastination, un comportement qui est un comportement actuel de nos jours. Alors, finalement, si on veut arrêter sans arrêt de remettre les choses au lendemain, euh, il y a plusieurs façons de le faire. Mais avant même de donner quelques conseils sur comment en finir avec la procrastination, il faut d'abord comprendre pourquoi en fait on procrastine. Alors, je mettrais en fait finalement, il y a deux types de personnes, on va dire, et même deux types de procrastination. En fait, il y a d'abord la procrastination qui est, on va dire, de la bonne procrastination. C'est-à-dire ce sont les gens qui considèrent que leur temps est plus utile ailleurs et leur rapporte, entre guillemets, plus, les enrichit plus personnellement que s'ils avaient à faire cette tâche. Imaginez peut-être, je sais pas, quelqu'un qui, par exemple un étudiant qui doit faire absolument ses cours, réviser, faire ses devoirs, rendre des notes, voilà, des choses importantes qu'il doit rendre envers son école, et puis que finalement, en fait, il n'arrête pas de repousser tout simplement parce que peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de travailler pour pouvoir peut-être payer son logement étudiant, peut-être que il a besoin de revenir voir, je sais pas, ses parents peut-être qui sont malades et qui ont besoin d'aide. Donc ça, on peut pas dire que c'est de la vraie procrastination, c'est simplement là, c'est du temps utile qui est utilisé autrement. Et ici, c'est pas ce qu'on traite. Ici, ce qu'on traite, c'est plutôt la mauvaise procrastination. C'est-à-dire que quand vous remettez au lendemain, ben, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez peut-être lire, vous allez peut-être dormir, regarder des films. En fait, c'est du temps finalement que vous perdez dans le sens où c'est du temps qui devient pas utile pour vous. C'est-à-dire que ça ne vous apporte rien de plus euh, que de faire autre chose que ce que vous deviez faire immédiatement. Voilà, c'est ce genre aujourd'hui de procrastination que l'on cherche à identifier. Et donc la première chose, c'est quand on est vraiment un procrastinateur dans ce deuxième type de profil, il faut d'abord évaluer sa situation en fait face à la procrastination. C'est-à-dire en fait quel est son mode de fonctionnement. Par exemple, est-ce que vous remettez toujours tout à plus tard, ou quel que soit ce que vous devez faire, ou est-ce que ça vous arrive seulement de temps en temps? Là, le but, c'est de détecter un petit peu quel est votre degré de procrastination. Est-ce que vous avez du stress ou de l'excitation quand vous devez vous lancer dans une nouvelle tâche? Est-ce que à chaque fois que on vous demande de faire quelque chose ou que vous avez une obligation, ça vous paraît d'un seul coup énorme, ou une montagne devant vous, un truc impossible à atteindre? Ou alors est-ce que vous arrivez quelquefois à découper par de petites tâches la tâche principale que vous devez faire? Est-ce que voilà, est-ce que vous vous sentez aussi face à l'idée de devoir faire quelque chose, euh, euh, est-ce que pour vous c'est une simple contrainte ou c'est quelque chose d'énorme qui est encore une fois insurmontable, où vous êtes complètement bloqué face à ça et vous préférez du coup différer ça en disant c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Aujourd'hui, le but c'est d'essayer de comprendre d'abord comment vous vous sentez face à cette idée de devoir faire quelque chose. Et cette compréhension elle est primordiale pour cesser de procrastiner. C'est vraiment la première étape importante. Et en fait, en essayant de comprendre ça quelque part, en comprenant pourquoi vous procrastinez et comment vous procrastinez, après ce qui est intéressant c'est peut-être tenter d'en faire un jeu ou une sorte de challenge pour que ça devienne du coup quelque chose d'intéressant.
Le but, c'est de rendre bien sûr la tâche plus facile, plus attractive, plus claire, plus valorisante pour vous. Pour mettre aussi un petit peu de fun dans votre quotidien et faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs que vous vous seriez fixés. Donc, première chose, hein, encore une fois, la chose la plus importante, c'est identifier ce qui vous fait procrastiner, comprendre à quel degré de procrastination vous vous situez. C'est aussi un point très important, c'est aussi identifier dans quel environnement et dans quelle situation vous procrastinez le plus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lister par exemple tout ce que vous faites quand vous procrastinez, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous procrastinez, est-ce que vous faites de la lecture, est-ce que vous dormez, est-ce que vous regardez des séries, est-ce que vous passez du temps sur votre smartphone ou sur votre PC, ou alors est-ce que vous regardez sans arrêt les réseaux sociaux. Bref, y a toujours un environnement dans lequel on se trouve qui est toujours plus propice à la procrastination qu'un autre. Mais surtout, et si le dire peut vous déculpabiliser un peu, vous ne devez pas pour autant céder à la tentation de vous y laisser aller pour ne jamais en revenir. En fait, comme je le disais d'ailleurs en introduction, c'est que la procrastination, c'est pas une maladie, c'est d'abord un comportement. Et comme tout comportement, il est possible de changer son comportement. Donc pour éviter de vous mettre souvent dans l'action, souvent on élabore des stratégies ou comment dire, des stratégies de fuite ou d'évitement qui sont hyper complexes ou souvent très élaborées pour arriver à repousser une tâche ou une obligation au lendemain. Et finalement, le but, c'est un peu d'inverser cette tendance. C'est que finalement, cette stratégie d'évitement, c'est en faire une stratégie, au contraire, d'action. Et c'est comme ça qu'il faut renverser un petit peu la vapeur. Maintenant, si vous identifiez correctement tout ce qui vous fait procrastiner, vous pourrez alors vous éloigner des tentations, le temps en tout cas de vous mettre à cette tâche. Et puis vous procrastinez plus tard finalement. Donc identifiez voilà, tout ce que vous avez tendance à reporter, est-ce qu'il y a des types de tâches spécifiques sur lesquelles vous bloquez, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques, est-ce que vous avez tendance à procrastiner dans votre vie personnelle, dans votre vie personnelle, est-ce que c'est sur la santé, est-ce que c'est sur votre vie sociale, votre vie familiale. Euh, voilà. Encore une fois, c'est lister en fait tout ce que vous auriez aimé faire déjà aussi depuis déjà trop longtemps et que vous ne parvenez pas à démarrer. Donc d'un côté, vous identifiez quels sont tous les problèmes qui vous bloquent, tout ce que vous voudriez faire et que vous n'arrivez pas à démarrer, et aussi pourquoi vous n'y parvenez pas. Essayez de savoir et d'identifier pourquoi vous n'arrivez pas à démarrer ces tâches et pourquoi vous n'arrêtez pas de les remettre au lendemain. Euh, c'est en commençant par ça que ensuite les conseils que je vais vous donner, et j'en ai recensé 6, c'est en mettant après tous ces outils en place pour pouvoir vaincre la procrastination que vous en finirez définitivement avec cette procrastination. Donc je vous propose en fait tout simplement 6 conseils. Donc une fois que bien évidemment vous avez fait ce premier travail d'identification de pourquoi est-ce que je procrastine, une fois que vous avez bien identifié ça, alors ça peut prendre quelquefois un peu de temps, et ensuite je vais vous donner donc ces 6 conseils qui vont vous permettre cette fois d'en finir définitivement avec la procrastination. Alors ces 6 conseils c'est quoi? C'est d'abord se faire confiance. Ça veut dire qu'il est important d'être dans une logique où toute tâche que l'on fait, qu'elle soit une petite tâche ou une grande tâche, ça commence d'abord par une action, et il faut rester d'abord dans l'action, même la plus petite soit-elle. Ça, c'est se faire confiance. Ensuite, on va mettre en place sa propre organisation. On est tous différents, on a tous notre propre manière de fonctionner, et en fait, c'est en mettant en place une organisation qui nous est propre que peut se mettre dans cette phase d'action. Ensuite, il y a la concentration, et pour ça, ça passe d'abord par les environnements qui sont propices ou pas à la concentration. C'est d'ailleurs au moment où vous avez fait votre diagnostic de départ, c'est là où vous allez identifier ces environnements-là, et c'est là mon conseil qui va être justement de trouver en fait les environnements qui sont propices à la déconcentration et trouver ceux qui sont propices à la concentration. Puis ensuite, deux choses importantes, gérer son temps, gérer ses priorités, ça veut dire se réapproprier son temps, reprendre le contrôle du temps. Et ce qui compte aussi avant tout, c'est être sûr de ne rien louper d'important. C'est pas la peine d'absolument faire une tâche tout de suite parce qu'on s'est mis dans une action très forte qui serait complètement inverse de la procrastination, c'est-à-dire de tomber dans l'autre côté, c'est-à-dire de tout faire tout le temps sans arrêt et sans jamais s'arrêter. Donc ça, c'est très mauvais de faire ça. Et on verra que c'est important de savoir donc gérer ses priorités. Et puis enfin, on verra aussi que dans le dernier conseil, son hygiène de vie contribue aussi fortement à votre envie de procrastiner. On verra comment. Alors on commence par le premier conseil. Le premier conseil, c'est se faire confiance. Donc aujourd'hui, quand vous procrastinez depuis très longtemps, ça peut nuire aussi à votre confiance en vous, parce que
À force d'avoir eu l'habitude de trop procrastiner, ben, vous êtes dans un schéma de pensée où vous dites ben, mince, je suis plus capable de faire quoi que ce soit, de toute manière, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ce type de tâche, ou vous faites ce type d'obligation, donc ma foi, à quoi ça sert de toute façon, je serai systématiquement dans une situation d'échec. Alors, soyons clairs, la perfection n'existe pas. Le but, c'est pas de faire forcément cette tâche de la meilleure manière possible, avec le meilleur résultat possible, même s'il faut toujours quand même chercher à se dépasser, à faire les choses. Mais si vous commencez déjà par ne serait-ce qu'une petite action, vous ne pouvez pas être parfait sur ce que vous réalisez, mais dites-vous que de toute manière, faire quelque chose, ce sera toujours plus valorisant que de ne rien faire, et ce sera toujours plus efficace et intéressant. Le moindre chose que vous avez à faire, même si c'est pas parfait, même si vous échouez, peu importe, vous aurez appris quelque chose de nouveau nécessairement. Donc c'est toujours intéressant de faire quelque chose de nouveau, peu importe que vous réussissiez ou que vous échouez, mais sachez toujours en retirer un positif. Si jamais vous avez échoué, pourquoi vous avez échoué et qu'est-ce qui fait que vous avez échoué, pour que la prochaine fois que ça vous arrive, ben, vous pourrez vous dire ah, ça je l'ai déjà fait et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Pensez aussi au fait que bah, parfois il est urgent de ne rien faire. En fait, si vous sentez que face à une tâche vous êtes paralysé en fait par la peur ou le stress, la première chose à faire c'est se détendre. Alors la manière qu'on peut avoir, ça peut être par exemple du yoga, ça peut être de la relaxation, ça peut être de la méditation. Le but en fait c'est de faire un peu le vide dans son esprit pour en fait se faire ce vide en fait dans son esprit et avoir ce relâchement en fait aussi bien des muscles que de l'esprit, ce qui va vous permettre en fait de repartir sur une base beaucoup plus confiante que si vous êtes en pleine situation de stress par exemple. Et une fois que vous êtes détendu, euh, reprenez la tâche que vous aviez un peu hésité et que vous avez repoussée, et puis vous allez essayer en fait de découper. C'est la technique du découpage des tâches. On a déjà vu ça dans DevLabs, dans d'autres présentations. Le but, hein, encore une fois, c'est vous découper les tâches et puis vous commencez par ces micro-tâches au fur et à mesure. Et la première, les micro-tâches, ça peut être, voilà, vous fixez, par exemple, vous devez fixer un rendez-vous avec quelqu'un, et bien vous commencez par vérifier que vous avez bien ses coordonnées, vous vérifiez par exemple votre agenda, quand est-ce que vous pouvez faire ce rendez-vous, vous pouvez commencer, si vous n'avez pas, si vous manque ces coordonnées, de les demander à quelqu'un qui pourra vous les fournir. Ça peut être de préparer un petit discours peut-être avant, si c'est quelque chose qui est important que vous devez présenter au téléphone, de réfléchir à ce que vous devez faire. Voilà, il y a toute la phase de préparation avant même l'action, et ce qui fera que ben, vous serez carrément plus à l'aise au moment où il faudra fixer ce rendez-vous et faire cet appel, par exemple. Voilà, c'est un exemple que je vous donne pour juste pour vous montrer qu'en découpant quelquefois en micro-tâches, ça vous rend finalement quelquefois, lorsque vous avez l'impression d'avoir une montagne devant vous, et ben vous cassez finalement cette montagne et vous arrivez finalement à avancer petit à petit. Et plus vous avancez petit à petit, et plus vous voyez que la tâche que vous devez faire commence à avancer, plus vous aurez confiance, plus vous aurez envie de la faire. C'est ça mon premier conseil numéro un, c'est se faire confiance. Le conseil numéro 2, c'est de mettre en place sa propre organisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire Parce que souvent, quand des gens procrastinent, le premier conseil que l'on leur donne, c'est de dire ouais, c'est parce que vous êtes mal organisé, il faut vous mieux organiser et vous verrez, vous arrivez à tout faire. Oui, mais souvent, quand on dit ça, les gens du coup proposent une organisation à la personne en disant bah fais comme ça et comme ça. Mais le problème c'est que on est bien sûr tous différents. Et quand on se voit affliger un mode d'organisation qui n'est pas le sien, ça peut vite devenir en fait un supplice et contre-productif, et finalement vous allez continuer encore plus à procrastiner. Parce que vous allez vous faire encore une fois des montagnes du truc en disant oh là là c'est trop compliqué à organiser, moi j'arrête, on verra ça plus tard. Alors maintenant, comment on fait du coup pour s'organiser? Parce que le but bien sûr c'est de trouver en fait sa propre organisation. Alors pour s'organiser, il y a quand même des impondérables, c'est-à-dire il y a bien des choses quand même qu'il faut faire. La première, elle est simple, hein, c'est de noter tout ce que vous avez à faire. Ça permet en fait de mieux visualiser les tâches. Essayez de les mettre dans un outil de type agenda, peu importe qu'ils soient en papier ou en digital. Ça vous donnera en fait une vue un peu globale de votre journée ou de votre semaine à venir. Euh, voilà. Le but du jeu, c'est noter ce que vous avez à faire. Alors, vous pouvez le faire de manière quotidienne ou sur la semaine ou sur un mois. Le but du jeu, c'est que vous ayez vraiment une vision globale de ce que vous devez faire. Ensuite, fixez-vous tout simplement des échéances. Voilà, fixez-vous des dates de réalisation. Et essayez aussi de bien les répartir dans le temps.
En fait, répartissez bien vos tâches tout au long de la semaine. Évitez, par exemple, la journée du lundi avec une tonne de choses à faire et de vous imposer la rédaction d'un document pile le jour où vous enchaînez les rendez-vous à l'extérieur. Donc le but, c'est de réajuster en fait un peu sans arrêt ces échéances pour arriver à tout passer et faire en sorte que vous le passez, mais par exemple si vous avez découpé avant en micro-tâches, de répartir toutes ces micro-tâches pour arriver jusqu'à votre échéance. Euh, donc voilà, la deuxième chose, c'est se fixer des échéances. Se fixer aussi un rythme de travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent pourquoi est-ce que vous devriez travailler finalement 8 heures par jour, tous les jours, je me lève à 8 heures, je commence à 9 heures, je finis à 17 heures. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Essayez de déterminer en fait finalement dans votre journée quel est votre rythme en fait pour être le plus efficace et plus productif. Mais il faut vous observer en fait. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un du matin? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un du soir? euh, ou peut-être en fin d'après-midi. En fait, en fonction de la manière où vous vous sentez dans la journée, organisez en fait vos journées de manière plus efficace en fonction de ça. Ça ne sert à rien en fait d'aller contre son rythme. Si par exemple vous vous imposez systématiquement de travailler le matin alors que vous savez que vous êtes bien plus en forme le soir et bien plus éveillé intellectuellement le soir, changez ça. Ne vous imposez pas de absolument travailler le matin et finalement vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un du matin. Et puis au contraire, si vous êtes à couche-tard et que vous vous imposez un réveil à 6h30 tous les matins, il y a peu de chances en effet que votre matinée soit productive. Et puis enfin, quand vous commencez une journée, essayez toujours de commencer par le plus difficile. Le plus difficile pour un procrastinateur, c'est euh, c'est justement de commencer par le plus difficile. Parce que si on commence, en général, on conseille toujours de commencer la journée le matin, pas trop tard. Et toujours par le plus difficile, tout simplement parce qu'au moment où on se réveille, alors encore une fois, ça va dépendre un peu des gens. Mais en général, là je parle pour peut-être quand même une certaine majorité de personnes, c'est toujours le matin où on est le plus réveillé, où on est le plus alerte, où notre cerveau est le plus à même de résoudre des problèmes. Et du coup, si on aura plus de facilité à traiter des choses difficiles, et la journée, du coup, elle va paraître beaucoup moins angoissante et beaucoup plus facile, puisque si vous éliminez déjà la chose la plus difficile, après pour continuer le reste de la journée, ça va être, comme on a l'habitude de dire, ça va passer crème. Donc le but, c'est de se débarrasser du plus lourd pour ensuite aborder la suite de la journée avec l'esprit beaucoup plus léger. Donc voilà le conseil numéro 2 pour mettre en place en fait sa propre organisation. Le conseil numéro 3, c'est se concentrer et ne pas se déconcentrer. Alors en fait c'est simple, j'en parlais déjà tout à l'heure, c'est son environnement. Le but c'est qu'on a l'habitude de vivre ou de travailler dans des environnements où on est toujours de plus en plus sollicité et la concentration devient compliquée et difficile à tenir, à garder. Donc le but du jeu, c'est de contrôler en fait son environnement et de se mettre dans des environnements qui nous permettent en fait d'être entièrement consacrés à sa tâche ou à son obligation et éviter en fait tout ce qui peut tourner autour. Si par exemple vous aviez l'habitude de faire du télétravail et que le fait d'être chez vous, en fait vous avez beaucoup de tentations parce que vous avez la télé, vous avez la cuisine, vous avez la terrasse dehors, ou alors il y a des gens qui viennent sans arrêt vous voir ou qui sonnent à la porte. En fait, clairement, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un environnement aujourd'hui qui est le plus propice. Mais ça peut être aussi, est-ce que vous regardez votre téléphone, les réseaux sociaux sans arrêt, dès vous entendez un bip, boum, vous prenez votre téléphone et puis pendant 5 minutes vous faites plus rien. Si vous avez identifié en fait tout ça dans la phase de diagnostic du début, en fait, regardez tout ce qui vous empêche et ensuite trouver le meilleur environnement et ensuite essayez aussi, voilà, comme je le disais, les mails, les notifications, tout ça, coupez tout ça. Parce que c'est autant de distractions qui peuvent vous détacher de votre état de concentration. Et n'hésitez pas du coup à vous déconnecter quelques heures ou plusieurs dizaines de minutes en tous les cas pour vous permettre en fait d'avancer dans votre tâche et éviter surtout de vous déconcentrer. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en coupant en fait tous ces éléments et en contrôlant complètement votre environnement, vous verrez comment la concentration est bien plus simple à conserver au jour le jour et vous verrez que vous avancerez bien plus vite. Ça, c'était mon conseil numéro 3, se concentrer et ne pas se déconcentrer. Le conseil numéro 4, c'est d'apprendre à gérer son temps. Alors, même si vous trouvez des solutions pour rester davantage concentré, vous ne pouvez pas non plus l'être pendant plusieurs heures d'affilée. C'est tout simplement pas humain.
on rebranche, il faut apprendre en fait à gérer son temps et à gérer à gérer surtout le temps pardon, que vous avez devant vous pour réaliser une tâche. Et pour ça, on a une méthode qu'on a déjà vue côté DevLabs, c'est le Pomodoro, tout simplement. Alors, alors vous irez directement voir la vidéo sur le Pomodoro. Je rappelle rapidement, hein, c'est la méthode qui consiste tout simplement à utiliser une minuterie et pour diviser ces phases de travail en intervalles. Donc vous alternez des phases de travail et des phases de repos. Si vous ne savez pas quel est en tout cas le nombre de minutes pendant lesquelles vous pouvez travailler de manière continue sans vous arrêter, en général on conseille de faire un travail de 25 minutes puis 5 minutes de pause. Et puis vous allez recommencer ça un certain nombre de fois, et à un moment donné vous prendrez une pause bien plus importante, et puis vous recommencez un cycle. C'est ce qu'on appelle donc du coup des pomodoro. Donc ça vient du minuteur de cuisine qui est en forme de tomate, et c'est une méthode qui a été décrite par Francesco Cirillo, qui est l'inventeur en fait de cette méthode. Euh, voilà, et c'est une méthode très intéressante puisque ça permet justement d'essayer de bien contrôler son temps et sa concentration en même temps. Voilà, donc ça c'est la méthode du Pomodoro, donc je vous conseille du coup d'aller la voir, c'est la plus intéressante. Ensuite, pour gérer son temps aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, surtout. Si vous voyez que vous êtes sur une tâche, que vous commencez à prendre beaucoup trop de temps parce que tout simplement c'est peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas, dans ce cas-là, demandez de l'aide. Et ça peut vous faire aussi gagner du temps, tout simplement. Allez voir quelqu'un et dites bah tiens, je regardais tel truc, j'ai pas compris, est-ce que tu pourrais m'aider? Et vous avancerez aussi beaucoup plus vite. Ça vous empêchera du coup aussi de procrastiner en disant oh là là, j'ai commencé un truc mais c'est trop compliqué, j'abandonne. Non, je suis sûr qu'à chaque fois vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider. Le but aussi c'est de faire des bilans, un petit peu d'activité chaque jour. Regardez un peu tout ce que vous avez fait tous les jours et vous verrez qu'à force d'en finir avec la procrastination, vous verrez un peu tout ce que vous allez accomplir et vous allez vous dire waouh, c'est incroyable. Maintenant j'arrive à faire plein de choses durant la journée alors qu'avant je ne faisais quasiment rien. Privilégiez toujours aussi le qualitatif sur la quantité. Euh, Quelquefois, on peut faire des choses tout de suite, mais si on les fait tout de suite, on sait très bien qu'on va mal les faire. Donc essayez de privilégier plutôt la qualité plutôt que la quantité. On parlait aussi tout à l'heure de faire un peu des to-do list. Faites-les vivre ces to-do list, c'est-à-dire quelquefois on peut faire des tâches qui sur le coup paraissaient hyper importantes. Du coup, on la planifie, on la met dans un agenda, et puis et le temps avance, on arrive jusqu'à la date fatidique, puis en fait 2 jours avant, on se rend compte qu'en fait, maintenant c'est plus aussi important parce qu'entre temps, l'importance ou l'urgence a changé. Voilà, donc il faut toujours remettre à jour sa to-do list sans arrêt, puis être sûr que voilà, ce que vous devez à faire, vous devez bien le faire et que c'est important de le faire pour vous en tous les cas. Et puis un dernier point, ce sera aussi de prévoir un peu de temps pour les imprévus. N'essayez pas de privilégier un agenda qui soit organisé à la minute. Tout est sous forme de je prends 1 heure pour faire ça, 2 heures pour faire ça, et puis vous enchaînez tout ça les uns à la suite des autres. Très clairement, on met toujours plus de temps que ce que l'on prévoit. Ça, c'est une règle fondamentale. Donc remplissez plutôt votre journée, j'ai envie de dire, à la moitié ou aux 2 tiers, et gardez la moitié ou un tiers de votre journée à tout ce qui pourrait arriver qui est de l'imprévu. Et puis si jamais vraiment vous avez réussi à tout réaliser et qu'il vous reste du temps devant vous, justement profitez-en, procrastinez pour le coup. Vous pouvez donc faire des loisirs par exemple, ou si vous voulez commencer du coup d'autres tâches, commencer d'autres tâches en avance et vous prenez déjà de l'avance sur des jours. Bon, ça c'est pas du tout obligatoire. Le but du jeu c'est plutôt de réussir ce que vous avez prévu et si déjà vous arrivez à faire ça, c'est déjà très bien. Voilà les conseils numéro 4 pour gérer son temps. Et puis le conseil numéro 5, ça va avec le temps et c'est les priorités. Alors là aussi c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans les différentes présentations de DevLabs, c'est la matrice d'Eisenhower. Tout simplement, c'est travailler sur des tâches selon le degré d'urgence et l'utilité. Ça, c'est la matrice d'Eisenhower, donc je vous engage à regarder les vidéos DevLabs qui traitent de ce sujet. En fait, au-delà même donc, de la matrice d'Eisenhower qui vous permet en fait de séparer les degrés d'urgence et d'utilité de vos tâches, sachez que la priorité d'une tâche par rapport à une autre euh, en fait, se définit d'abord par le degré d'urgence et d'utilité. Il faut que vous travailliez d'abord sur des tâches qui ont du sens en fait pour vous.
c'est le plus important parce qu'avancer sur ces sujets, comme elles ont du sens pour vous, c'est ce qui va vous faciliter la vie et c'est ce qui va vous donner aussi de la confiance en vous. Et ça renforcera votre motivation aussi si vous réussissez. Et oui, quelquefois, certaines tâches peuvent attendre le lendemain si elles n'ont pas de sens pour vous. Alors ça aura peut-être du coup du sens pour quelqu'un d'autre. Alors là, c'est un dilemme qu'il faudra résoudre avec la personne. Mais en tout cas, commencez d'abord avec ce qui a du sens pour vous. Et puis vous avez le niveau de difficulté aussi, hein, et de pénibilité. Donc plus ça vous paraît pénible, moins il faut le remettre à plus tard finalement. Plus vous allez le traiter vite, ce critère de pénibilité, plus vite vous pourrez passer à autre chose. Et c'est ça en fait, gérer ses priorités. Enfin, le dernier conseil, le conseil numéro 6, c'est soigner votre hygiène de vie. Euh, Aujourd'hui, on sait clairement à travers plusieurs études que bien gérer son sommeil et son alimentation, c'est juste primordial. Si vous vous réveillez évidemment fatigué et que vous aviez trop mangé la veille et que vous devez faire un truc hyper important le lendemain matin, est-ce que vous pensez franchement que vous serez hyper motivé pour le faire et que vous serez dans les meilleures conditions pour faire cette tâche? Clairement non. Donc bien gérer son sommeil et son alimentation, c'est juste primordial. Évidemment, il va falloir aussi savoir faire des pauses quand vous avez des périodes intenses, quand vous avez des journées qui sont chargées. Euh, pour le coup, il faut aussi toujours savoir faire des pauses pour vous aider en fait à vous reposer, à reprendre des forces, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Euh, et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir continuer et redémarrer sur des bonnes bases. Si jamais vous ne faites pas de pause, en fait, vous allez tomber dans un autre biais qu'on a déjà vu côté DevLabs, c'est la surcharge mentale. Parce que très rapidement, vous avez beaucoup trop de choses en tête à faire et vous n'arrivez plus à tout faire, tout simplement. Et donc, ça reste important de garder du temps pour soi. C'est pour ça, encore une fois, que je vous disais tout à l'heure, ne remplissez jamais à fond vos journées, remplissez-les à moitié ou deux tiers, et gardez-vous du temps, soit pour finir ces tâches-là, pour être sûr de les atteindre, ou alors tout simplement quand vous aurez réussi à les atteindre, prenez ce temps pour vous. C'est super important si vous voulez arriver en tout cas à faire vos tâches. Donc voilà un peu les 6 conseils aujourd'hui que je peux vous donner euh, côté, de mon côté DevLabs. Euh, alors un petit bonus, alors ça peut être intéressant à regarder, parce qu'il existe en fait beaucoup de manières de vaincre la procrastination. Là ce sont 6 conseils que je vous ai donnés, mais vous allez voir que quelquefois il y a des idées aussi assez amusantes. Notamment je vous ai sélectionné 2 vidéos intéressantes qui sont à regarder. Un documentaire sur Arte qui s'appelle On verra demain, excursion en procrastination, qui est assez rigolo à regarder, qui est en plusieurs épisodes. Et puis vous avez une vidéo sur YouTube qui s'appelle une chaîne qui s'appelle Organisologie, avec arrêter de procrastiner, 3 tactiques insolites. Voilà, c'est assez rigolo, et parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je viens de dire est peut-être compliqué à faire ou à mettre en place. Et quelquefois, il peut y avoir des méthodes qui sortent un peu des choses habituelles que l'on peut voir, et ça peut peut-être aussi vous aider. Donc allez voir un peu ces 2 vidéos, en tout cas, ça ne pourra que vous apporter un autre éclairage sur la procrastination et comment arrêter cette procrastination. Cette mauvaise, en tout cas, procrastination. Donc vous connaissez ce qu'on fait d'habitude, hein, chez DevLabs, on regarde d'abord quels sont les avantages. Vaincre la procrastination, c'est d'abord une réduction de la fatigue, de l'angoisse, du stress, de se faire confiance et du coup d'accepter un peu plus l'échec, d'arrêter avec ce perfectionnisme en se donnant souvent des objectifs qui sont complètement irréalistes ou inatteignables, et puis surtout d'avoir voilà, un sentiment de bien-être, dans le sens où euh, dans votre esprit vous avancez sur des choses, vous faites des choses, euh, et c'est hyper valorisant en fait pour soi. Euh, Rien aujourd'hui n'est plus fatigant qu'un travail dont on repousse continuellement sa réalisation. Et cette habitude de vie est aussi responsable d'un stress qui est forcément élevé. Euh, il y avait une étude notamment qui portait sur des étudiants qui montrait que les plus angoissés à la fin du trimestre étaient ceux qui avaient le plus procrastiné à la base. Forcément, puisqu'ils ont systématiquement repoussé aux dernières échéances, ils se sont mis des coups de pression énormes. Alors, encore une fois, certaines personnes aiment bien fonctionner comme ça, mais sachez que les personnes qui fonctionnent comme ça, elles le paieront beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que il se crée des sensations de stress intenses sur de courtes périodes, et forcément l'organisme, alors
quand on est jeune, l'organisme peut le supporter, mais si on continue sans arrêt fonctionner comme ça, il arrive un moment donné où l'organisme il n'arrivera plus à suivre. D'où l'importance de ne pas fonctionner dans ce mode de procrastination, en tout cas quand c'est de la mauvaise procrastination. Ensuite, dans les inconvénients, attention de ne pas tomber dans le travers inverse qui est la précrastination. Alors c'est quoi la précrastination? Ça on n'entend pas forcément beaucoup parler. En fait, c'est le fait d'agir sans attendre pour se libérer l'esprit. Alors, c'est un peu ce que je disais quand on tombe dans la surcharge mentale, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. On fait toutes les actions qu'il faut faire sans arrêt. On décide vite, mais sans véritablement réfléchir, alors que si on avait repoussé un tout petit peu plus tard, on aurait pu faire quelque chose de plus intelligent. Quelque part, là, finalement, pour ces personnes-là, autrement dit, la procrastination tant décriée peut quelquefois du coup s'avérer positive pour augmenter la qualité de la prise de décision. Mais encore une fois, ça c'est pour les personnes qui sont tombées dans l'effet inverse. Il est vrai que effleurer une question puis la remettre délibérément à plus tard permet aussi de passer plus de temps à envisager d'autres stratégies, et à l'inverse, réfléchir immédiatement au problème conduit finalement à se fixer sur la première idée qui nous vient, et finalement la procrastination, ça vous donne le temps de considérer des idées qui sont divergentes, de penser un peu d'une façon non linéaire, de faire des bonds imprévisibles, et du coup on a une sorte de spectre d'idées qui est beaucoup plus large, et on finit par choisir un peu des chemins alternatifs qui sont un peu plus originaux, et qui nous permettent du coup d'être plus créatifs. Donc dans certains cas, la procrastination, alors évidemment dans une moindre mesure, si elle est uniquement modérée, ça peut aussi vous aider à la créativité, parce qu'en se donnant du temps, ça peut aussi aider à penser à d'autres choses, à d'autres manières de faire. Donc c'est pour ça que les méfaits en fait de la procrastination ne sont pas toujours évidents. Parce que finalement, procrastiner, on dit c'est pas bien, mais au fond, tant que le travail est fait, où est le mal? Certes, les procrastinateurs s'y mettent à la dernière seconde, mais ils s'y mettent quand même. C'est bien la différence entre une personne qui procrastine de celui qui ne fait rien. Donc qui finit par faire la tâche, mais pas dans les temps impartis, et d'une manière un peu en mode stress, et une manière angoissante aussi. Donc on n'est pas toujours du coup tenté de combattre la procrastination, car ses méfaits ne sont pas toujours évidents, mais une fois passé le pic de stress et le travail achevé, on oublie en fait rapidement la panique qu'on a eue, et ce stress et cette angoisse qu'on a eu lorsqu'on a fait ce travail dans des délais hyper courts. Et en fait, le corps a tendance à oublier en fait ces séances de stress, parce qu'il veut vite mettre ça de côté pour penser en fait à des moments de bien-être. Et finalement, vous recommencez du coup ce cycle sans arrêt. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon. Voilà pour les inconvénients. Alors en termes de lecture, alors il y a un seul livre de référence, En finir avec la procrastination, de Peter Ludwig. Donc c'est un spécialiste tchèque en fait en formation. Donc c'est un livre qui est vendu à plus de 150 000 exemplaires dans le monde, dans beaucoup de langues, et c'est un peu le maître de comment essayer d'en arrêter avec la procrastination, avec énormément de conseils. Et puis vous avez un autre livre de Diane Ballona-Roland qui est intéressant aussi, c'est J'arrête de procrastiner 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain. En fait, elle propose donc ce programme en 21 jours pour apprendre en fait à dégager l'essentiel de ce qui est accessoire, et à mieux gérer ses priorités sans les remettre systématiquement au lendemain. Voilà, donc c'est un autre type de lecture qui peut être intéressante. Encore une fois, vous trouverez aussi énormément de choses sur internet, de lectures sur internet, avec beaucoup de manières de voir les choses un peu différentes. Alors, les 6 conseils que je vous ai donnés, clairement, vous allez souvent les retrouver dans tout ce que vous allez trouver sur internet. Vous les retrouverez aussi dans ces 2 livres, présentés peut-être de manière un peu différente, mais vous en reviendrez de manière résumée à ces 6 conseils. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes de lecture. Voilà, j'espère en tous les cas que cette présentation sur la procrastination va pouvoir vous aider. Une dernière chose, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours. Posez des questions, donnez-moi votre ressenti si ça vous a aidé. Et si vous avez d'autres besoins qu'il faut détailler, n'hésitez pas à me demander, et puis j'essaierai de faire des compléments.
Donc je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, en tout cas, testez, essayez ces conseils sur la procrastination. Faites partie, encore une fois, de comme dit toujours Olivier Roland, c'est, faites partie des bons sceptiques. Heu, Faites-le, échouez, mais en tout cas, apprenez et continuez à apprendre. Sur ce, partagez, likez, soutenez et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!